Dès que je lance la caméra, Julie sombre dans l'autisme. Tu fais quoi là? Salut à tous, c'est Franck de J & Franck. Alors on m'a fait remarquer à la suite de la précédente vidéo que je nous présenterais très rarement et que justement les gens qui ne nous connaissaient pas ne savaient pas très bien ce qu'on faisait et d'où on venait. Du coup, Julie est spécialisée dans la nutrition, surtout dans la relance du métabolisme, et moi je suis coach sportif depuis maintenant un paquet d'années, spécialisé dans la planification de l'entraînement. Et tous les deux, on a décidé de travailler ensemble et de suivre les gens à distance. Moi je m'occupe de la planification de leur entraînement et elle s'occupe du recadrage alimentaire. Bon, trêve de blabla, aujourd'hui ensemble on va parler RPE. Alors si vous nous suivez, c'est une notion qui peut sûrement vous parler, en tout cas vous l'avez déjà vu dans nos stories. Souvent quand on filme nos entraînements, on met des RPE, on affiche des RPE. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans cette vidéo, on va détailler exactement ce qu'est un RPE et surtout pourquoi il est vraiment important dans la planification de l'entraînement. Dans la planification si vous êtes coach ou dans la planification même si vous êtes athlète, si vous créez vous-même votre entraînement, le RPE, c'est limite un non négociable de l'entraînement. Donc déjà pour commencer, sa définition simple, RPE, Rating of Perceived Exertion ou Rating of Perceived Effort. On dit effort ou effort? Hein? Effort. Ah, c'était bon là? Effort. Donc déjà on comprend de sa définition que c'est un système de notation de l'effort ressenti. Et avant même d'aller plus loin, il faut comprendre dans quelles conditions on l'utilise. Alors c'est utilisé dans l'entraînement en musculation, que ce soit sur des séries longues comme des séries courtes, mais il faut savoir que plus on est sur des séries courtes et plus il a de sens dans l'entraînement. Donc par exemple sur du 20 répétitions et sur du 5 répétitions, c'est le 5 répétitions où il sera le plus précis et plus utile. Alors pourquoi ce système de notation est si important et intéressant dans la programmation? Déjà il faut intégrer une notion qu'on appelle la surcharge progressive. C'est ce qui est fait à la fois dans la force, à la fois dans le bodybuilding par énormément de personnes qui s'y connaissent un petit peu, qui sont un peu éveillées d'un point de vue entraînement. Et le principe de la surcharge progressive, c'est mettre plus de charge de semaine en semaine progressivement pour être plus fort. Surcharge progressive en anglais c'est overload, donc c'est valable pour la charge qu'on utilise, mais on en parle beaucoup moins, c'est aussi valable pour le volume d'entraînement, pour la fréquence d'entraînement, en fait pour l'intensité en général. Donc la surcharge progressive, le principe est de mettre un petit peu plus lourd de semaine en semaine et on retrouve le cas de figure le plus commun en salle de sport, c'est-à-dire les personnes qui ont compris ce principe de surcharge progressive, qui vont réussir à la mettre en place, mais qui assez rapidement vont retrouver leurs limites dans leur évolution et ça va devenir leur charge d'entraînement qu'ils vont conserver pendant les mois, voire les années à venir. C'est le Jean-Michel stagnation qui ne bougera jamais et qui fait le même entraînement et la même charge de travail tout le temps. Donc dans ce cas de figure très précis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait monter son intensité progressivement. Il n'a pas forcément commencé sur une intensité maximale, puis progressivement, marche après marche, il est allé jusqu'à ce qui était pour lui l'intensité maximale qu'il était capable de faire dans son entraînement, qu'il soit sur du 10 reps, du 5 reps, du 3 reps, peu importe. Il est arrivé jusqu'à son intensité maximale et à ce moment-là, ou ça redescend, ou ça stagne, et ça reste la même chose pendant très longtemps. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il est amené à faire un effort maximal. Or, un effort maximal par rapport à vos capacités a énormément d'impact sur le corps. Et le premier gros impact, et c'est pour ça que le RPE est si important, c'est la fatigue sur le système nerveux. Votre système nerveux, ça paraît un petit peu parler d'un truc qui n'existe pas, de pas rationnel, mais votre système nerveux est capable de se fatiguer. Il y a des formes du surentraînement qui sont uniquement dues au système nerveux. Il est capable de se fatiguer et c'est à cause de sa fatigue qu'on stagne, voire qu'on régresse. Et pour y pallier, en fait, on a créé ce qu'on appelle des blocs ou des cycles d'entraînement. Alors là, c'est vraiment les plus éveillés de la programmation qui vont commencer à comprendre comment ça fonctionne ça. Le bloc d'entraînement ou le cycle d'entraînement, c'est une période de 3 à 8 semaines en général, ça peut être plus long ou plus court, dans lequel on va faire varier une intensité, que ce soit un volume, un poids, une fréquence d'entraînement, dans lequel on va le faire varier et souvent de manière progressive ou oscillatoire pour les plus pointilleux. Aller plus en profondeur dans cette histoire de bloc d'entraînement ou de cycle d'entraînement, ça demanderait une vidéo à part entière et d'ailleurs j'y dédierai une vidéo un de ces jours, mais c'est pas le but aujourd'hui. Et afin de planifier cette intensité qui est progressive ou oscillatoire, on a besoin de certaines données, on a besoin de certaines unités et c'est là qu'intervient le RPE. Donc comment ça marche ce système de notation? Sous forme de tableau, c'est un petit peu plus clair. C'est une notation allant de 1 à 10 ou en général on n'utilise que de 5 à 10. 10 étant un effort maximal. 10 ça veut dire que vous avez réussi votre répétition, votre dernière répétition, peu importe sur combien c'était, vous l'avez réussi. Par contre, vous n'étiez incapable d'en faire une de plus. C'est même plus que être incapable d'en faire une de plus, c'est que vous n'étiez même pas forcément sûr de réussir à la valider pendant que vous la faisiez. C'est ce genre d'intensité-là, un RPE 10.
suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et ensuite, ça va descendre progressivement. On retire 0,5 quand on a un doute si on est capable ou non de faire une répétition de plus. Donc un 9,5, ça veut dire que on n'est pas sûr de réussir à faire une répétition de plus après la fin de la série. Ensuite, on retire une unité complète quand on est sûr de faire une rep de plus. Donc par exemple, un RPE 9, ça veut dire qu'à la fin de la série, vous êtes certain de pouvoir faire une répétition de plus. Un RPE 8, à la fin de la série, on est certain d'en faire 2 de plus. 7, 3, 6, 4, etc. Et à chaque fois, le demi, ça veut dire juste qu'on est incertain. Donc par exemple, un RPE 8,5, ça veut dire qu'on est au moins sûr d'en faire une de plus, mais peut-être même une deuxième. Alors quand on regarde un petit peu les sportifs qui les utilisent, en tout cas qui les affichent, comme par exemple nous sur nos réseaux sociaux, dans nos stories sur Instagram, on peut se dire qu'en fait c'est juste une manière de se gargariser pour dire les gars, bah voilà, je me suis arrêté là, mais je sentais que j'en avais encore 2 de plus. C'est une manière d'exprimer justement une hypothétique force supplémentaire qu'on n'a pas exprimée pendant la série. Sachez que c'est pas du tout l'objectif. C'est donc un réel curseur, un réel indice qui a tout son intérêt dans la programmation. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, un effort maximal, ça a beaucoup d'impact sur le corps, donc ça ne doit pas apparaître trop souvent dans une programmation. Nos amis transatlantiques Bmor Performance, qui sont aussi dans la programmation sportive vraiment axée powerlifting, ils parlent même de la différence entre tester sa force et entraîner sa force. Un effort maximal est le principe de tester sa force et un effort sous-maximal, plutôt de l'entraîner du coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un RPE trop élevé, donc un effort maximal, ça va avoir un effet boule de neige sur la fatigue. La fatigue, il faut voir ça un petit peu comme une maladie qui est capable de contaminer tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que vous allez avoir un RPE trop élevé sur un exercice, seulement ce RPE trop élevé va fatiguer, va contaminer le reste de votre séance, les autres exercices vont en pâtir et le RPE va monter même si la charge ne bouge pas. En dehors même de votre séance, cette fatigue va contaminer aussi le reste de votre quotidien, vous allez la ressentir dans vos tâches du quotidien, dans votre énergie en général. Et ça va encore plus loin, ça va jusqu'à la mentalité et la motivation pour aller attaquer ces entraînements. Vous faites que 2 semaines à effort maximal par exemple, vous pouvez garder cette mentalité un petit peu combattante où on va y aller, envoyer les cliagnacs, on est challengé, etc. Par contre, ça fait 3 semaines, 4 semaines, voire plusieurs années que vous êtes là-dessus, comme ce qu'on peut retrouver dans une salle de sport. Votre système nerveux et la partie vraiment mentale, vous n'êtes pas capable d'affronter ça sereinement. Vous n'allez pas à la salle avec motivation, avec engouement pour le sport. Vous y allez en sachant un petit peu ce que vous allez subir, ce qui va vous tomber sur le coin de la gueule et vous n'avez pas envie de le refaire à chaque fois. Donc en fait, il faut vraiment voir un RPE élevé, un effort maximal comme une sorte de boule de neige, de maladie qui va contaminer petit à petit tout le reste. Ça a des intérêts, mais si ça reste longtemps, ça va tout contaminer. Donc c'est bien d'avoir une intensité maximale, mais elle doit être ponctuelle, planifiée et être amenée progressivement. Un autre point sur l'effort maximal qui veut être négatif et positif à la fois, c'est qu'il va faire ressortir les déchets techniques que vous créez quand vous vous rapprochez de cette intensité. Tout le monde, on est tous limités par notre maillon le plus faible quand on travaille. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Quand on se rapproche justement de cette intensité maximale, c'est là qu'on va créer le déchet qui est un petit peu la clé de notre progression. Donc à la fois, ce qui est très négatif, c'est que si on reste trop longtemps sur une intensité maximale, on va automatiser ce déchet. Donc je prends par exemple l'exemple des gens qui plongent en avant sur le squat ou qui rentrent les genoux sur le squat. C'est des choses qui interviennent, bien sûr, je vous mets une barre facile, vous allez réussir à le contrôler et dès que vous rentrez dans une intensité vraiment élevée, c'est là que ça intervient. Si on le fait trop, on l'automatise, notre cerveau ne sait plus faire la distinction entre un effort, une exécution réussie et une exécution avec du déchet technique et là ça devient un gros problème. Donc déjà c'est intéressant de le mettre que par parcimonie pour éviter d'automatiser une mauvaise gestuelle, histoire que les mouvements qui sont faits le plus souvent dans votre entraînement sont des mouvements avec un cadre technique convenable. Par contre on peut quand même utiliser justement l'effort maximal à bon escient et réussir à en sortir des conclusions et les conclusions elles sont sur où sont mes maillons le plus faibles. Justement, au moment où ça lâche, au moment où le genou rentre, au moment où peu importe ce qui se passe, filmez-vous, prenez du recul, regardez-vous dans un miroir, demandez à quelqu'un de juste scruter votre exécution et prenez-en justement des conclusions. Ok, j'ai telle partie qui a pêché, ça veut dire que c'est aujourd'hui mon point faible, donc dans mon prochain cycle, je vais pouvoir l'attaquer sous d'autres angles pour essayer justement de limiter ce point négatif. Pour une grande majorité des gens, pour énormément de personnes du coup, on progresse plus quand on est sur une intensité qui est sous-maximale. C'est quelque chose qui est contre-intuitif parce que quand on va à la salle, on y va pour se donner à fond. Or, bien souvent, les meilleurs cycles de progression sont planifiés sous des intensités maximales et vont justement stagner à partir du moment où on se rapproche de cette intensité, de ce fameux RPE 10. Oh!
J'ai le droit de vivre un peu. On peut donc réussir à définir une sorte de fourchette dans ce RPE où la progression pour une majorité des gens va être optimale. Et cette fourchette-là, elle est entre le RPE 7 et le RPE 9. Ça veut dire qu'à la fin de vos séries, vous devez vous sentir capable, en allant par contre au maximum de vos capacités, de faire 1 à 3 répétitions maximum derrière, mais d'avoir toujours ce genre de bagage de réserve à côté. Et comment maintenant planifier ça dans votre entraînement? Pourquoi est-ce que ce RPE est un si bon outil justement d'évaluation du sportif et de progression? Je vous donne un exemple parce que bien sûr il y a des milliers de manières différentes de faire, mais par exemple votre bloc d'entraînement, peu importe sous quel style il est, que ce soit du 5 reps, du 10 reps, sur quel mouvement, etc. Mais commencez-le en début de bloc ou par un deload, donc là où vraiment les charges vont descendre, mais ce sera le sujet encore d'une autre vidéo, le mec qui vend toutes ces vidéos. Ou sinon, vous le commencez par un RPE 7 par exemple. Vous trouvez la charge de travail avec le volume que vous cherchez qui vous permet de conserver, en étant sûr de ça au moins, 3 répétitions à la fin de vos séries. Ça, c'est le début de votre bloc de travail. Et ensuite, de semaine en semaine, vous allez faire évoluer cette charge de travail. Sauf si vous êtes sur un cycle où c'est plutôt le volume d'entraînement ou la fréquence, où c'est ça qui va évoluer. Mais sinon, dans les cycles normaux, on va dire, où la surcharge progressive est vraiment faite avec le poids, vous allez faire évoluer de semaine en semaine cette charge de travail avec des incréments pas trop élevés. Par exemple, du 2,5 kg par semaine, c'est très bien. Et tout en faisant évoluer cette charge de travail, vous allez regarder votre intensité personnelle ressentie. Vous allez, moi ce que je propose vraiment, et c'est pour moi un peu la clé de la programmation, c'est d'avoir un carnet d'entraînement où noter les choses à côté. Vous allez noter semaine après semaine, ok, tel poids, je ressens ça, tel poids, je ressens ça. Et on va le faire monter ce poids, jusqu'à ce qu'on arrive sur un RPE supérieur à 9. Où vous n'êtes pas sûr de passer une répétition de plus, voire vous êtes certain que c'était un effort maximal. Quand vous êtes arrivé à ce RPE-là, justement, c'est le genre de séance ou les genres de séances où vous allez pouvoir vous filmer pour avoir le plus d'outils pour vous faire progresser. Et arriver ici, c'est un petit peu comme la sonnette d'alarme que vous dites « Ok, je suis arrivé à la fin de mon cycle. Ça sert à rien que je continue parce que là, dans pas très longtemps, je vais venir me cramer le système nerveux et je vais venir complètement stagner. » Donc, je tire les bonnes conclusions de ce que je viens de voir. Je vois les déchets techniques pour savoir sur quoi m'appuyer sur le prochain bloc pour continuer à progresser. Mais par contre, je vais faire redescendre l'intensité. C'est vraiment le moment où on va prendre conscience qu'on doit changer sa programmation et redescendre en intensité. Quand je dis intensité, encore une fois, ça peut être en volume si vous l'avez fait évoluer, en fréquence ou en charge de travail. Et donc ici, naît notre deuxième bloc de travail qui va se reproduire juste derrière où vous allez retourner sur un RPE 7 qui, grâce au précédent bloc, a évolué. Vous êtes plus fort qu'avant, ce n'est pas exactement la même charge mais un petit peu plus lourde. Vous allez retourner autour du RPE 7 et vos exercices accessoires et votre sélection d'exercices à côté va vous permettre de débloquer justement les mouvements, les parties qui étaient les défauts dans votre exécution, les maillons qui étaient les plus faibles de vos chaînes musculaires. La planification de l'entraînement, il faut voir ça comme un immense tableau de bord. Vous avez énormément de curseurs et énormément de données sur votre entraînement. Et pour réussir à programmer, il faut réussir à faire bouger les bons curseurs au bon moment avec les bonnes données. Et le RPE, pour moi, c'est un des outils que j'utilise le plus avec toutes les personnes que je suis parce que ça me permet vraiment de savoir où en sont les gens. Bien sûr, un des arguments des gens, parce qu'il existe des gens qui sont contre l'utilisation du RPE, un des arguments principaux, c'est le fait justement que les gens aient du mal à se connaître, à se jauger. Et pour ça, oui, pour son utilisation et qu'elle soit correcte, il faut un petit peu s'expérimenter, voir où sont ses limites, aller jusqu'à ses max pour voir en termes de ressenti, savoir quand et combien de répétitions il nous reste. Moi par exemple, quand je l'utilise dans mes suivis, si jamais vous êtes coach, vous pouvez faire ça de votre côté, quand je l'utilise, et je l'utilise toujours, c'est ultra important pour savoir où sont les clients, j'utilise toujours au début en parallèle avec des vidéos. Les clients se filment et notent le RPE, comme ça je sais en fonction de ce qu'ils m'ont noté exactement où ils étaient. Et du coup je me retrouve avec des cas de figure, oui j'ai des clients qui se surnotent, oui j'ai des clients qui se sous-notent, mais moi en tant que coach, je sais exactement à quoi correspond leur notation personnelle parce que j'ai eu les vidéos à l'appui, je les ai fait monter jusqu'à des intensités maximales, donc je sais exactement où ils en sont et ce qu'ils ont encore sous la jambe. Ce qu'il faut comprendre de cette vidéo, encore une fois, c'est pas toutes les écoles, c'est mon école du sport, c'est ma vision du sport et c'est ce que j'ai pu voir en coachant énormément de monde.
Ce qu'on peut comprendre de cette vidéo du coup, c'est qu'on ne progresse pas forcément dans des intensités les plus élevées et qu'il y a toujours une différence entre tester sa force et entraîner sa force. Restez dans une fourchette de progression dans des RPE 7 à RPE 9. Dès que vous dépassez les 9, c'est la sonnette d'alarme. Ça veut dire j'ai fini mon bloc, je prends mes bonnes conclusions, je vois où sont mes défauts et je rattaque un autre bloc avec un nouvel angle d'attaque, une nouvelle technique de programmation et des RPE plus bas pour laisser reposer le système nerveux et pouvoir remonter en intensité. Bon les amis, j'espère que j'ai pas trop parlé chinois, que vous avez à peu près compris le sens de ce message-là. J'espère aussi que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelques petites choses dans vos connaissances autour de la programmation que vous pourrez sûrement mettre en place dans vos entraînements personnels. Sachez que si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ce qu'on vous apporte et que vous souhaitez être suivi, que ce soit pendant un temps donné ou même sur le long terme, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, même si c'est que pour des questions, nous on vous répond. Encore une fois, que ce soit dans la partie alimentaire avec Julie ou dans la partie sportive avec moi, vraiment on est là pour discuter. Sinon, comme d'habitude, avant de se séparer, c'est le moment où si vous avez aimé cette vidéo, vous laissez le petit pouce. Si jamais ça vous a vraiment intéressé, vous partagez avec vos amis et surtout vous vous abonnez. C'est comme ça que ça développe la chaîne et c'est comme ça que ça nous soutient. Et sinon, nous on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.